Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir proposé d'introduire ce cycle. C'est un grand plaisir de pouvoir le faire. Ce que je me propose de faire aujourd'hui, puisque c'est la première conférence de ce cycle, c'est de donner un peu un éclairage sur l'émergence des formes de recherche alternatives, disons, ou participatives. Alors ce vocabulaire, recherche participative, recherche-action, recherche collaborative, vous verrez que je vais utiliser l'un ou l'autre en abrégeant la chose par RACP, ce qui est plus pratique, parce qu'il y a évidemment toute une querelle et des divergences de vues sur le lexique qu'on utilise pour qualifier ce qu'est une recherche participative, une recherche-action, etc., etc. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails de lexique aujourd'hui, ce n'est pas vraiment l'idée. Mais ce que j'aimerais faire, c'est donner un peu un cadre pour rendre compte de la genèse et de l'émergence de ces formes de recherche, qui sera très rapide, hein. Et puis pas mal d'exemples, en fait, tirés de différents domaines, avec beaucoup de choses, vous verrez, dans le domaine des sciences de la vie, des biomédecines et de la santé, parce que dans notre équipe, on travaille énormément sur les questions de santé et de biomédecine. Et puis terminer par des aspects un peu plus stratégiques, institutionnels, pour essayer d'identifier quels sont les freins et les opportunités au développement de ce type de recherche. On verra qu'il y a pas mal de freins qui sont liés à la manière dont actuellement fonctionne le monde universitaire pour développer ce genre de recherche. Alors, très souvent, on a bien sûr autour des objets scientifiques et techniques des controverses, voire des conflits. Je vais en montrer plusieurs exemples. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que j'aime bien dire qu'il y a deux types de participation, en fait. Il y a la participation d'élevage et la participation sauvage. Alors, la participation d'élevage, c'est celle que les pouvoirs publics, les institutions scientifiques, les gouvernements mettent en place pour inclure la population dans des décisions, que ce soit de l'aménagement urbain, que ce soit le développement des OGM, que ce soit l'installation d'un réacteur nucléaire, etc., etc. Donc, des moments dans lesquels on va consulter la population pour connaître son avis et, si possible, recueillir son expertise et ses compétences pour développer des projets scientifiques ou technologiques, puisque, bien sûr, beaucoup de thèmes qu'on va voir maintenant sont relatifs à des objets techniques qui se retrouvent dans l'espace public et qui créent ce que je vais appeler tout à l'heure des débordements. Et puis on a la participation sauvage, c'est celle dans laquelle les acteurs sociaux se saisissent des questions scientifiques et techniques. On verra après l'exemple des associations de malades, par exemple, sur les maladies qui les concernent. Donc cette participation sauvage, elle interagit très fortement avec la participation d'élevage et souvent elle déclenche la participation d'élevage. C'est-à-dire que quand on a une controverse qui se développe sur un sujet, les pouvoirs publics vont être amenés progressivement à développer des processus qu'on appelle de concertation ou de participation pour, disons, pacifier les conflits ou pouvoir prendre des décisions, produire de ce qu'on appelle parfois de l'acceptabilité sociale sur des projets techniques. Alors cette question-là, elle renvoie à une propriété assez commune et très importante des objets techniques, c'est-à-dire que les objets techniques qui sont conçus en laboratoire ou conçus par des ingénieurs produisent ce qu'on va appeler, à la suite de Michel Callon, des débordements. C'est-à-dire qu'un objet technique, il est produit avec un certain script pour réaliser une certaine tâche, par exemple le nucléaire civil au départ, par exemple, ou le nucléaire militaire plutôt, qui va déboucher sur le nucléaire civil, etc. Et puis, cette technologie dont on a prévu la trajectoire à l'avance en pensant qu'elle allait avoir une trajectoire tout à fait linéaire, qui va d'un problème technique qui est géré par ce qu'on appelle la recherche confinée, c'est-à-dire de la recherche en laboratoire, et des spécialistes, on va se retrouver dans une situation où on va devoir embarquer toute une série de groupes sociaux qui sont impactés par cette technologie ou qui ont un mot à dire par rapport à cette technologie, et on débouche sur un problème qui est intrinsèquement socio-technique, et c'est le cas pour absolument toutes les technologies qu'on peut imaginer. Et donc on va être obligé d'associer ce qu'on va appeler la recherche confinée en laboratoire et ce qu'on appelle, à la suite de Michel Callon, par exemple, la recherche de plein air. C'est-à-dire, une fois qu'un objet technique, par exemple, une plante transgénique est développée dans un laboratoire ici, une fois qu'elle se retrouve dans l'espace public, dans un champ, qui a une forme d'espace public, même s'il est parfois privé, les propriétés de cette plante, la manière dont elle se comporte dans la nature, les flux de gènes auxquels elle va être soumise, par exemple, l'interaction avec les autres organismes vivants, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entièrement anticiper dans un laboratoire, même dans une serre comme celle qu'on a ici, par exemple, à l'UNIL. Donc cette idée de plein air, elle revient à dire qu'on sort d'un contexte dans lequel
dans le laboratoire dans un contexte abstrait, on abstrait une partie de la réalité pour pouvoir travailler sur un certain nombre de variables, à un contexte complexe, réel, de plein air. Et donc ça va bien sûr impliquer qu'on va devoir associer à ces questions-là qui se retrouvent en plein air toute une série d'acteurs sociaux qui habituellement ne sont pas, bien sûr, associés au développement de ces technologies qu'on appelle les profanes. Donc ça dit clairement que c'est un terme qui s'oppose au sacré de la démarche scientifique. Donc c'est une manière dont on évoque souvent ce genre d'opposition. Mais ce qu'on voit, ce qui est intéressant dans ce que je veux faire ressortir ici, c'est qu'on conçoit souvent la technique comme produisant une stabilité sociale, puisqu'on lui délègue toute une série de tâches. Mais en fait, elle produit aussi des instabilités. Ces instabilités qui sont morales, sociales, économiques, éthiques, etc. Et cette technologie va avoir une propriété intéressante, c'est qu'elle va créer des groupes qui ne préexistaient pas. Donc on a bien sûr l'habitude dans les sciences sociales de catégoriser les groupes en fonction des catégories socio-professionnelles, des classes sociales, etc. Mais quand vous inventez, par exemple, une technologie qui permet de diagnostiquer des maladies génétiques, par exemple la PCR, qui a complètement changé les pratiques médicales, les pratiques de recherche, vous allez pouvoir en fait créer des milliers de groupes de malades touchés par des maladies rares, par exemple. Donc, tout d'un coup, vous avez des malades avec des maladies rares, qui sont souvent très mal prises en charge dans le contexte médical jusqu'à récemment, qui, grâce à des technologies de recherche, vont pouvoir se constituer en groupes singuliers, un groupe qui est affecté par telle ou telle mutation pour telle ou telle pathologie, par exemple. Et ça, c'est vraiment une propriété de la technique, en l'occurrence de séquençage ou de PCR, qui permet en fait de stratifier les groupes sociaux de manière complètement inattendue et nouvelle. On va voir la même chose avec les personnes qui sont électrosensibles, par exemple, qui, à proximité des antennes relais ou des lignes à haute tension, vont ressentir des troubles digestifs, cognitifs, etc., etc. Il y a des millions de gens sur cette planète qui ont des troubles d'électrosensibilité qu'on ne sait pas tellement comment prendre en compte. Et ça, c'est typiquement une forme de débordement. Et puis, bien sûr, ces débordements concernent aussi tout ce qu'on observe dans le domaine de l'évaluation du risque, où on est amené à évaluer les risques de N substances chimiques. Dans le programme REACH européen, par exemple, 30 000 substances chimiques dont on doit évaluer les risques. Donc ça, c'est important, c'est qu'en fait, la technologie a une propriété intrinsèque, et les connaissances scientifiques, à engendrer des nouveaux groupes sociaux qui ne préexistent pas dans la stratification habituelle, comme les sciences sociales ont tendance à le faire, avant qu'arrivent, disons, les travaux en études sociales des sciences et des techniques. Alors, le nucléaire est un exemple intéressant par rapport à ça. Ici, vous avez une image en 2011 suite à l'accident de Fukushima. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a un accident de centrale nucléaire, dont vous avez toutes et tous entendu parler, bien entendu. Et puis, on a des autorités japonaises qui vont en fait très mal prendre en charge la gestion de cette crise, qui bien sûr n'était pas prévue, mais surtout qui vont produire des informations sur les contaminations radioactives qui ne sont absolument pas fiables. Et on va par exemple élever la dose acceptable pour les travailleurs qui vont être en charge de décontaminer la centrale, comme on avait fait de manière encore plus grossière au moment de l'accident de Tchernobyl. Et donc les paramètres, disons, de gestion du risque qui sont appliqués habituellement aux travailleurs du nucléaire vont être modifiés pour pouvoir prendre en charge cette catastrophe. Donc, en quelque sorte, d'une certaine mesure, sacrifier des personnes qui vont se trouver devoir contaminer. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais insister. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que face à cette situation où la population japonaise, qui a un choc mondial, bien entendu, après celui de Tchernobyl, même s'il y a eu d'autres, bien sûr, accidents nucléaires, où il y a tout le temps des incidents nucléaires qui sont très bien gérés par les autorités, mais des gros accidents, heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? On va mettre en place des laboratoires citoyens, une cinquantaine, avec la collaboration d'ONG françaises, notamment l'ACRO et la CRIRAD. Vous avez peut-être entendu parler de la CRIRAD, qui est une association extrêmement active dans la gestion du risque radiologique sur le territoire français. Et dans ces laboratoires citoyens, là, j'y étais avec des collègues dans une mission du CNRS en 2012, des collègues qui justement avaient travaillé pendant très longtemps à Tchernobyl et qui avaient développé une expertise sur la manière dont on peut vivre avec le risque radiologique, puisqu'une fois qu'une zone est contaminée, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut manger comme légumes, qu'est-ce qu'on doit cultiver comme légumes, puisqu'il y a des légumes par exemple ou des végétaux qui vont stocker la radioactivité dans les racines, mais pas dans la tige, etc., etc. Enfin, l'idée c'était d'échanger un peu sur ces savoirs acquis entre Tchernobyl et Fukushima. Et là, vous avez un laboratoire à Fukushima où les gens peuvent amener soit la nourriture qu'ils vont
cultivées ou mangées pour qu'on mesure la quantité de radioactivité, ou qui peuvent mesurer leur contamination radioactive sur des compteurs Geiger assez sophistiqués, qui sont en fait des gros fauteuils dans lesquels vous vous asseyez et on mesure la dose reçue. Bon, alors ça c'est intéressant parce que vous voyez tout d'un coup il y a une prolifération de projets participatifs et citoyens qui vont se déployer, aussi des collègues de l'EPFL qui vont développer des systèmes de mesure de la radioactivité placés dans des bento, les petits récipients qu'utilisent les Japonais pour stocker leur nourriture, et qui vont être placés sur des véhicules qui vont sillonner le Japon et qui vont ainsi fournir des transepts sur lesquels on va pouvoir lire le degré de contamination radioactive du territoire japonais. Parce qu'à l'époque, le gouvernement produit des jolies petites cartes isochrones avec voilà, des contaminations bien homogènes, et puis en fait, comme tout phénomène radioécologique, c'est un phénomène complexe, plutôt en peau de léopard, et on doit vraiment analyser, comme on le fait en pédologie, si vous voulez, très précisément sur telle ou telle parcelle, quel est le degré de contamination. Un autre exemple que j'aimerais prendre, qui est un exemple suisse, qui implique aussi de comment est-ce qu'on peut impliquer des citoyens, des parties prenantes pour gérer des dossiers complexes et controversés, c'est les essais en plein champ pour le blé résistant à la carie du blé, qui a fait l'objet d'une controverse très très importante au début des années 2000 en Suisse. Donc un professeur de l'école polytechnique de Zurich souhaitait faire des essais en plein champ pour justement identifier les propriétés de cette plante, non pas en laboratoire, mais dans quelque chose qui ressemble un peu plus à un écosystème réel. Et puis il y a eu, je vais très vite là-dessus, mais dans la cascade législative et réglementaire qui évaluait l'autorisation ou la non-autorisation de faire cet essai, il y a une très grosse controverse politique. À un moment donné, il y a eu une démission de la plupart des membres de la commission de sécurité biologique suisse parce qu'on avait refusé cet essai. Enfin, finalement, Christophe Sauter réussit à installer son essai et son essai est détruit. Il y a plusieurs reprises des essais en plein champ. Alors vous voyez, en plein champ, quand on dit en plein champ, c'est très relatif parce qu'ici, vous avez en fait des palissades qui encadrent cette toute petite parcelle. Et ce phénomène-là, il est encore plus important dans d'autres pays. En France, par exemple, ici, vous avez une image de José Bové de la Confédération paysanne en train de faucher des champs d'OGM. J'aime bien montrer cette courbe ici qui montre un peu l'intensité du problème pour les institutions comme l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRAE par exemple, sur le nombre de parcelles détruites d'OGM. Donc la question que ça pose ici, c'est à plusieurs niveaux. Bien sûr, ça pose une question démocratique, politique, mais ça pose aussi une question pour les institutions scientifiques. Les doctorants, par exemple, qui réalisent des thèses sur les plantes transgéniques ne peuvent plus vraiment travailler ou ne sont pas très motivés à travailler sur des plantes qui sont considérées par une majorité de la population suisse ou française comme étant non désirables dans une parcelle à l'extérieur. Donc ça pose la question de la créativité des institutions pour faire participer les acteurs à définir ce que pourrait être, par exemple, une plante transgénique intéressante pour la Suisse ou pour la France. Et là, je dois bien dire qu'en Suisse, on a une situation intéressante où, à mon avis, la créativité institutionnelle a été quasi nulle, c'est-à-dire que la capacité des institutions à mettre les acteurs concernés, c'est-à-dire les consommateurs ou leurs représentants, les paysans, les chercheurs du monde universitaire, notamment les semenciers, dans une même salle pour essayer de définir collectivement et pas uniquement à travers des commissions de sécurité biologique, les offices fédéraux concernés, a été pratiquement nulle. Alors on a eu un projet de recherche du Fonds national qui est venu comme la grêle après les vendanges, qui a été financé sur cette question-là. Mais disons que, je donne un exemple très concret, le seul moment où les acteurs publics de la recherche sur la transgénèse végétale se sont retrouvés dans la même salle, j'ai mes acteurs publics, c'est-à-dire les offices fédéraux, santé, agriculture, etc., et les chercheurs se sont trouvés à parler ensemble une journée, c'était dans une salle ici, à l'Anthropole, à l'Amphipole, pardon, dans un projet qu'on avait organisé sur la biosécurité. Donc en fait, très peu de créativité institutionnelle pour traiter la question de ces objets fortement controversés. Un autre exemple d'objets fortement controversés, c'est les nanotechnologies. Là, c'est un exemple français. Ici, on est à Grenoble, dans l'équivalent un petit peu de l'EPFL, si vous voulez, le centre de micro-nanotechnologie Minatech, qui est géré par le commissaire à l'énergie atomique. Et là, ce qui se passe, c'est que au moment où, au début des années 2000, où, disons, les milieux industriels, scientifiques et politiques veulent développer massivement les nanotechnologies, qui c'est un gros buzz dans les années 2000, hein,
Alors en Suisse, on a plein de projets qui sont développés sur les nanos. Et puis aux États-Unis, en 2002, on a un rapport national qui est fait par Rocco et Bainbridge qui promet rien moins que de transformer le monde entier par des imprimantes 3D, de contrôler le fonctionnement du cerveau humain, de piloter les sociétés humaines. Donc c'est une espèce d'objet qui va depuis des controverses sur la toxicité des nanoparticules jusqu'au transhumanisme. Donc un gros truc, un gros buzz. Et donc ce qui se passe, c'est que le président de l'agglomération de Grenoble nous contacte, nous un groupe de chercheurs franco-suisses, en disant il y a une énorme controverse sur Grenoble, il y a un petit groupe critique qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre qui intervient à Grenoble et qui commence à mettre en place par exemple des canulars avec une fausse carte de santé, etc. Donc un groupe qu'on appelle historiquement des technoludites, c'est-à-dire des critiques radicaux de la technologie, qui vont aussi publier des livres, qui sont fort bien faits d'ailleurs, que vous pouvez acheter en librairie. Et tout d'un coup, les pouvoirs publics grenoblois se trouvent un peu démunis. Alors ils nous mandatent pour faire une enquête sur place, pour essayer d'identifier des moyens de pacifier, faire dialoguer les acteurs entre eux, enfin trouver des moyens d'aller au-delà de ces affrontements. Le petit groupuscule en question va avoir un impact très fort sur l'État français, puisqu'en fait l'État français va devoir mettre en place un débat national sur les nanotechnologies avec 17 débats qui vont avoir lieu un peu partout en France, dont à peu près la moitié seront empêchés par Pièces et Main-d'œuvre, qui interviennent de manière qui perturbent les débats. Ils arrivent ici, puis ils disent bon, voilà, ils se déguisent par exemple en singes, etc. Donc des actions très très musclées. Et ça pose nouveau. Alors nous, on fait un rapport, on rend un rapport dans lequel on propose toute une série de démarches de consultation et de participation pour faire en sorte qu'on puisse dépasser cette situation en fait où un objet technologique est développé un peu en vase clos entre les élites politiques, les élites scientifiques et les élites industrielles grenobloises. Vous voyez ici un panneau dans une des manifs qui est assez marrant. Enfin, ils ont vraiment le sens du slogan. Et puis leur site web est extrêmement intéressant. Leur site web Pièces et Main-d'œuvre, je vous conseille d'aller jeter un œil dessus. Il y a plein de textes qui sont extrêmement intéressants. Alors bien sûr que cette question-là, objet controversé, participation d'élevage, participation sauvage, bien sûr se trouve radicalisée aujourd'hui avec ce qu'on est en train de vivre à propos du changement climatique. Vous l'avez vu dans la presse récemment. Donc, toute une série de chercheurs, notamment en climatologie, y compris de l'UNIL, qui se retrouvent dans la rue à manifester ou qui se trouvent à porter à côté de leurs connaissances scientifiques aussi des actions dans l'espace public. Alors, j'aime bien dire avec Bruno Latour, qui vient malheureusement de disparaître, il a souvent parlé de nouveaux régimes climatiques, faisant référence bien sûr à la Révolution française, à l'Ancien Régime et au Nouveau Régime, et puis de parler aussi de second confinement, parce que la situation dans laquelle on se trouve maintenant, c'est bien sûr une situation qui change complètement à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme forme de participation dans la recherche et le développement des technologies, on le voit bien aujourd'hui. Ce second confinement, après le premier confinement du Covid, c'est le confinement des limites planétaires, bien entendu. Alors face à ce qui est perçu, disons, depuis les années... surtout depuis les années 70-80, comme un mouvement critique, de montée en puissance critique du public vis-à-vis des sciences et des techniques, ce qui est empiriquement assez faux par ailleurs. Donc, les pouvoirs publics, les institutions scientifiques, les musées vont développer toute une série d'approches pour éduquer la population, des approches classiques de communication. Alors, on a un exemple très intéressant, en fait, de mise en échec, à mon avis, de ce qu'on appelle, ce que je vais évoquer tout à l'heure, le modèle du Public Understanding of Science, enfin cette idée qu'une meilleure information, une meilleure communication suffit à convaincre les acteurs sociaux et les citoyens des bienfaits d'une innovation quelconque, technologique ou autre, ou scientifique. Donc ça, c'est disons, la manière dont les pouvoirs publics, très souvent, les scientifiques, et les parlementaires se représentent la manière de gérer la question des sciences et des techniques en société, c'est-à-dire qu'il suffit d'informer les personnes et on augmente le niveau d'acceptabilité. Empiriquement, c'est absolument l'inverse, puisqu'en plus, plus les gens sont éduqués sociologiquement, plus ils sont critiques vis-à-vis des développements scientifiques et techniques. Alors avec le Covid, on a eu un cas extraordinaire, puisque en fait, ce paradigme en fait, du déficit cognitif, on l'appellera comme ça pour aller vite, c'est-à-dire qu'il suffirait de combler un déficit de connaissances pour faire en sorte, par exemple, que les gens se vaccinent, a subi
en fait une mise en échec majeure dans le cadre de la crise du Covid. Donc cette idée qu'on pourrait transformer tous les citoyens en petits immunologues ou en petits biologistes moléculaires et que de cette manière-là, les gens allaient accepter de se faire vacciner a été vraiment complètement contredit par la réalité, puisqu'on n'a jamais vu une telle prolifération de fake news, de théories du complot, etc., etc., etc. Donc en fait, ça pose vraiment la question du type de relation entre science et société qu'on peut espérer construire dans des situations de crise, bien sûr, mais plus généralement. Alors vous allez voir beaucoup dans l'espace public des thèses qui prétendent que la confiance dans le milieu scientifique a chuté depuis la crise du Covid. Empiriquement, c'est parfaitement faux. C'est absolument faux. Ce n'est pas du tout le cas. En plus, il faut distinguer la recherche scientifique publique et l'expertise qui est produite par des experts dans les agences en charge de la gestion du risque. C'est deux choses différentes. Mais la confiance dans la recherche publique reste très élevée et on voit cette chose d'ailleurs se maintenir de manière diachronique sur le long terme. Mais ça veut dire qu'on doit aussi imaginer un modèle dans lequel on sort du modèle du déficit cognitif pour passer à un rapport sur la production de la confiance. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on produit de la confiance et non pas comment est-ce qu'on peut réussir à combler un déficit cognitif qui faciliterait l'innovation. Alors cette question du déficit cognitif, ici elle est résumée dans ce petit cartoon, c'est-à-dire une posture historiquement des milieux scientifiques très paternalistes et très méprisantes visant-vis des publics qui sont conçus comme une sorte de masse indifférenciée. Et ce modèle du Public Understanding of Science, en fait, on le résume de cette manière-là, je vais aller assez vite là-dessus, c'est-à-dire avec un certain nombre de présupposés. On l'appelle modèle du déficit parce qu'en fait, cette vision prétend que le public est affecté par un déficit de connaissances et que ce déficit de connaissances a toute une série d'effets négatifs. Par exemple, il va freiner le changement technique et le développement des innovations, donc on va produire une résistance aux innovations. On va aussi estimer dans ce cadre-là que la science est une activité neutre et non affectée par des choix politiques et des valeurs. Encore une fois, le public est conçu non pas de manière stratifiée comme des publics qui ont des intérêts particuliers, par exemple des groupes de malades, etc., ou des riverains d'installations industrielles, des gens qui habitent la campagne, des gens qui habitent la ville, etc., mais comme une entité globalement indifférenciée, et que pour résoudre ce problème, donc de déficit de connaissances, il suffit de faire une meilleure communication pour résoudre le problème. Donc c'est un modèle très classique de communication. Alors empiriquement, je ne vais pas le démontrer ici, mais c'est démontré par des dizaines d'études, des centaines d'études qui montrent que ce modèle est inadéquat. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de situation? Alors, je vais maintenant parler un petit peu de l'émergence de la recherche-action collaborative et participative, que j'abrégerai RACP. D'abord, on a différents facteurs qui expliquent la montée en puissance de ce type de recherche. Premièrement, c'est une remise en cause. Alors là, je vais très très vite parce que c'est un thème complexe d'histoire des sciences et des techniques du XXe siècle. On a une remise en cause des approches qui sont fortement réductionnistes, scientistes et positivistes, avec ce qu'on a l'habitude de qualifier dans les sciences sociales, qui est un peu simpliste, comme une disjonction entre progrès scientifique et justice sociale et l'émergence de ce qu'on appelle la société du risque. Alors, société du risque, c'est un terme qui a été forgé par Ulrich Beck, qui est un sociologue allemand, c'est-à-dire qu'on passe pour le dire vite, on passe d'une situation dans laquelle on avait une pénurie de ressources, notamment alimentaires, logements, etc., qui structurait les inégalités sociales, à une situation dans laquelle les différentes populations sont inégalement exposées à toute une série de risques, et où toute nouvelle innovation technologique est immédiatement accompagnée par le lancement d'alertes d'un certain nombre de groupes sociaux qui avertissent sur un certain nombre de risques liés à telle ou telle technologie. Vous pouvez penser à n'importe quel objet technique qui est engendré depuis quelques décennies. Quelqu'un dit cet objet technique, cette innovation va résoudre un problème. Vous avez tout de suite quelqu'un ou un groupe qui va dire oui, mais cet objet technique présente tel ou tel problème. Donc on a une forme, ce que Beck a appelé une forme de réflexivité, qui est réflexivité critique, qui est intrinsèque à tout développement scientifique ou technique. Ça se produit surtout après la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, c'est important de savoir que, bien sûr, aujourd'hui, on est plongé à fond, malheureusement, dans la crise écologique, mais que déjà, au début du XIXe siècle, voire à la fin du XVIIIe, on a
non pas des alertes, mais des discussions critiques sur les dégâts du progrès, les dégâts industriels, y compris qui vont jusqu'à projeter une fin du monde et la déforestation, etc., qui ne sont pas du tout liés à une réflexion sur le climat ou sur le CO2 ou quoi que ce soit. Mais bien sûr que les nuisances industrielles et la sensibilité aux dégâts du progrès, elle est beaucoup plus ancienne que l'après Hiroshima-Nagasaki. Mais on aime bien un petit peu comme ça simplifier les choses dans les sciences sociales quand on parle de l'émergence de cette sensibilité. On a tous les mouvements sociaux d'émancipation qui s'associent à ça, les luttes des subalternes contre les injustices. Alors on parlera maintenant beaucoup d'injustice épistémique, c'est-à-dire quel groupe social est autorisé à produire des connaissances légitimes à un moment donné dans tel ou tel contexte géographique, ça c'est extrêmement important. Les mouvements féministes, les luttes antiracistes, postcoloniales, décoloniales, etc. On a aussi une crise de la démocratie représentative, je n'ai pas besoin de mettre tant là-dessus, je pense que c'est assez clair, même si nous, en Suisse, on est dans un contexte où la démocratie est plutôt saine et considérée comme un exemple au niveau international avec une démocratie semi-directe. Et face à cette crise de la démocratie représentative, avec des élus au Parlement qui sont censés être de plus en plus déconnectés des différents groupes sociaux, on va voir monter un impératif délibératif participatif et ce que la Commission européenne, dans un livre blanc, va intituler le paradigme de la gouvernance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre des décisions top-down, mais que ce soit dans le domaine industriel, dans le domaine politique, dans le domaine du business, on doit développer des mécanismes par lesquels on va consulter toutes les parties prenantes. Le dossier des OGM que j'évoquais brièvement tout à l'heure va être hyper structurant parce qu'en fait, toutes les démarches participatives qui vont être mises en place sur les développements scientifiques et techniques à partir des années 80 vont être conditionnées par le sentiment que le développement des OGM a été un échec majeur en termes d'acceptabilité. Donc à partir de là, sauf en Suisse, où on n'a pas beaucoup fait, on va mettre en place des programmes, aussi avec le développement de la recherche sur le génome humain, qu'on appelle ELSI, Ethical, Legal and Social Issues, qui vont accompagner les grands programmes de développement technologique, avec ce qu'on appelle des instituts de Technology Assessment. En Suisse, on a un institut, on a une structure qui s'occupe de ça, qui s'appelle TA Suisse, où on va essayer d'évaluer les risques et les opportunités de chaque technologie émergente, en général en impliquant des groupes de citoyens concernés. Et puis on a alors une traînée, j'ai mentionné ici que les plus connus, mais une traînée de controverses, bien sûr, autour des pesticides, et c'est pas fini, je peux vous dire, autour de l'amiante, autour des OGM, autour de la vache folle, des rayonnements électromagnétiques, autour du développement des médicaments, des nanos, de la biologie de synthèse. Donc à chaque fois que se produit une controverse comme celle-là, elle laisse des traces, elle laisse une empreinte dans la trajectoire, dans l'espace public. Et puis on a la reconnaissance progressive de ce que dans l'Alliance Sciences-Société, qui est donc une organisation à laquelle l'UNIL est associée, la montée en puissance d'un tiers secteur de la recherche. C'est-à-dire, si vous voulez, le problème, c'est que dans les institutions de recherche se perçoivent encore beaucoup aujourd'hui comme étant les seuls à produire des savoirs scientifiques ou des savoirs pour l'action, alors qu'en réalité, surtout depuis les années 60, on a une prolifération d'instances, d'ONG, pensez au WWF, pensez à Friends of the Earth, pensez à des ONG d'envergure mondiale qui interviennent massivement dans les négociations sur la plupart des dossiers, et tous les think tanks, dont certains produisent massivement de la désinformation d'ailleurs, ou de l'ignorance. On a une montée en puissance énorme des acteurs qui produisent de la connaissance aujourd'hui, et toutes les ONG, tous les groupes concernés. Donc tout ça peut être regroupé. Alors quand on parle du tiers secteur de la recherche, ça veut dire en fait les acteurs qui produisent des connaissances publiques mais qui ne sont pas soutenus par l'État, comme le sont le secteur économique et la recherche professionnelle. OK. Alors quand on fait de la participation, qu'est-ce qu'on espère développer? On pense développer des connaissances de meilleure qualité. C'est-à-dire que si on fait participer à la recherche des personnes qui sont directement concernées par un problème, on va voir des exemples, on produit des connaissances qui sont plus robustes et de meilleure qualité. Ensuite, on veut démocratiser les savoirs. On pense que dans une démocratie, les citoyens sont les personnes les plus compétentes pour décider de l'impact de tel ou tel développement scientifique ou technique sur leur vie. Donc on produit ce qu'on appelle de l'empowerment. Et puis on renforce aussi la légitimité politique dans une situation où, comme je le disais, le parlementarisme ou la démocratie représentative se trouve critiquée de plus en plus comme ne représentant pas suffisamment les citoyens ou les différents groupes sociaux.
Alors la participation, elle s'est beaucoup développée depuis les années 50 dans le domaine de l'aménagement urbain et dans le domaine scientifique et technique, surtout à partir des années 80. Et très vite, on a développé une réflexion critique sur ce qu'on entendait par participation. Alors ici, vous avez un schéma, il y a plein d'autres de ces schémas qui essayent de stratifier le degré de participation auquel on invite les personnes dans des processus décisionnels. Et vous voyez que sur cette échelle-là, ça va depuis la simple manipulation jusqu'au contrôle direct par les personnes concernées. L'exemple d'un contrôle direct, ça sera un budget participatif, par exemple. Dans un quartier de Lausanne, vous allez donner aux habitants du quartier un budget de 500 000 francs pour décider des aménagements qu'ils souhaitent, par exemple. Et puis, vous avez ici une approche où on va surtout utiliser la participation plutôt pour faire une thérapie des conflits, produire de l'acceptabilité. Et souvent, on va demander aux sciences sociales de venir dans une situation de conflit, potentielle ou réalisée, pour produire de l'acceptabilité, soit en faisant des enquêtes, soit en faisant de la consultation, etc. Et vous voyez qu'il y a donc toute une gradation, et il s'agit toujours d'être extrêmement critique quand on parle de participation pour essayer de qualifier ce degré de participation. Par exemple, dans le domaine de la santé, on est plusieurs ici à travailler sur ces questions-là, on va utiliser beaucoup le concept de partenariat en santé, qui se trouve tout en haut ici dans l'échelle, où vraiment, par exemple, les soignants, les proches et les patients vont se trouver à travailler sur une base équitable, y compris dans la recherche. La Commission européenne a développé un concept il y a quelques années. Elle a développé toute une série de concepts qui, en fait, sont issus d'une digestion des travaux que nous, on produit dans le domaine des études sociales, des sciences et des techniques, et les différents programmes européens. Une des dernières versions, c'est ce qu'on appelle la recherche et l'innovation responsable, abrégé RRI. Alors, je le cite parce que c'est important, parce que c'est à travers ces concepts que vous allez, par exemple, pouvoir déposer un projet de recherche auprès de la Commission européenne en vous intégrant dans un de ces concepts. Si je montre ce concept, c'est parce qu'en fait, vous voyez qu'il est très vertueux dans son énoncé. C'est un processus transparent, interactif, à travers lequel les acteurs sociaux et les innovateurs deviennent mutuellement responsables les uns des autres, avec un objectif qui tend vers l'acceptabilité éthique, la soutenabilité et la désirabilité sociale, etc., etc., etc. Et puis, pour faire ça, bien sûr, vous devez impliquer les milieux de la recherche, les citoyens, ceux qui produisent les politiques publiques, les entreprises et les ONG. Alors, quand on voit ce genre d'énoncé, il faut toujours bien sûr se poser la question de quels sont les dispositifs réels existants pour produire ça. Et en l'occurrence, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est comme les chartes, vous trouvez beaucoup de chartes. Il faut toujours prendre ces chartes avec un regard extrêmement critique et il faut toujours poser la question, quel est le dispositif concret? Ça peut être la charte d'un hôpital, ça peut être la charte de l'Académie suisse des sciences techniques qui encadre le travail des ingénieurs, par exemple, même chose. Avant de développer une innovation, vous êtes censé consulter toute la société suisse pour vous assurer que cette innovation ne produit pas de risques, de groupes exclus, etc. Et dans les faits, les dispositifs existent très peu. Sans parler aussi des formations qu'on va donner ou pas aux ingénieurs qui produisent ces innovations. Alors, en fait, je reprends ici une schématisation d'un ouvrage que je vous recommande fortement, donc de Calon, Lascoum et Barthes, Agir dans un monde incertain, qui est vraiment un ouvrage essentiel sur ces questions-là. On a affaire dans les démocraties représentatives à une coupure entre les citoyens qui élisent des représentants au Parlement d'un côté et les profanes ou les citoyens qui ont une connaissance, on va dire, de plein air, et les chercheurs qui travaillent dans le monde universitaire. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve habituellement, c'est-à-dire c'est beaucoup moins le cas en Suisse, puisqu'on va voter sur des objets extrêmement techniques, où on va voter par exemple sur l'installation d'une animalerie ici pour notre centre intégratif de génomique, qui a été refusé par exemple en votation populaire. Donc on n'a pas beaucoup d'autres pays d'Europe où on peut se prononcer sur une installation comme une animalerie de recherche, ou sur l'interdiction d'une partie des démarches de génie génétique, mais dans la plupart des autres pays, on a vraiment une très forte coupure de ce type-là. Et donc les dispositifs participatifs, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de dépasser un modèle dans lequel on a une démocratie délégative de type parlementaire qui se contente en fait d'agréger les opinions, en présupposant que les groupes sociaux sont structurés et préexistent avant ces innovations. Et donc on va simplement consulter sur
des objets sur lesquels on va voter, à une situation dans laquelle on va essayer d'identifier des groupes émergents à qui on va en gros poser la question, c'est très développé dans un des derniers ouvrages de Bruno Latour, Où atterrir ou Où suis-je, les deux derniers ouvrages dont je vous recommande aussi la lecture. Donc on va essayer d'explorer les mondes possibles dans un dispositif de démocratie dialogique en composant des groupes émergents et en menant en quelque sorte une enquête sur quels sont les effets, quel monde une innovation scientifique ou technique va produire. Et sans se dire, oui, une fois que l'innovation est sortie du laboratoire, elle se retrouve sur le marché, on verra bien ce qui va se passer, puis le marché va réguler spontanément son adoption ou pas, etc. Alors, quelques exemples maintenant pour terminer de recherche participative. Alors, vous avez un type de recherche participative qu'on peut appeler crowdsourcing, c'est-à-dire on va simplement demander aux personnes qui sont intéressés de contribuer à la production de données. Alors, je pense qu'il y en a plein dans cette salle qui connaissent ce genre de démarche. Dans le domaine de la biodiversité, on a énormément, ou de la phénologie végétale, on a énormément de plateformes numériques sur lesquelles on va pouvoir collecter des données qui proviennent du monde entier et produire de cette manière-là des études sur des rayons géographiques extrêmement larges qui vont déboucher sur énormément de publications et sur des sets de données très très importants. Là, c'est une vieille capture d'écran, et il y a plus d'1 milliard d'enregistrements ici, mais c'est quelque chose qui est rendu possible par le numérique et qui permet d'augmenter énormément la puissance de la recherche sur le terrain, que ce soit au niveau de l'effet du changement climatique sur les arbres fruitiers, ou que ce soit l'effet sur les coraux en profondeur, où les plongeurs vont documenter l'état des récifs coralliens, etc., etc. Autre exemple dans le domaine plutôt moléculaire, des programmes de type Foldit, où on demande aux gens de mettre à disposition leur intelligence et leur ordinateur pour analyser le repliement tridimensionnel des protéines et définir leurs propriétés dans l'espace. On ne peut pas le faire uniquement avec du calcul, et là, donc, sur une sorte de jeu vidéo, les gens vont pouvoir en fait manipuler ces macromolécules et identifier comme ça des nouvelles propriétés. Un autre exemple, on va demander aux gens de classer des galaxies sur des champs photographiques en astrophysique, parce qu'on photographie des dizaines de milliers de galaxies, et puis ensuite, pour connaître les propriétés de l'univers, on doit les classer pour regarder si elles sont elliptiques, barrées, etc. Et ça ne peut pas se faire de manière complètement automatisée. Dans un autre secteur, alors ça c'est disons ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire on fait appel à des masses de personnes le plus large possible, le mieux réparties géographiquement possible, et puis ces personnes vont soit simplement collecter des échantillons, soit participer aussi à l'analyse des données qui sont collectées. Après on a les démarches qui sont d'un niveau un peu plus inclusif, comme une démarche qui a eu lieu une seule fois à travers le monde, le World Wide Views on Global Warming, juste avant les négociations climatiques de Copenhague. La Suisse, avec 37 autres pays, a organisé une conférence de citoyens mondiale sur le changement climatique. Nous, on a organisé la version suisse ici, dans ce bâtiment, à l'époque, avec notre équipe. Enfin, on avait en fait 3 sous-équipes, parce qu'il fallait travailler dans les 3 langues. Et pendant une journée entière, des groupes de 100 personnes dans ces 38 pays délibéraient sur la situation climatique et les mesures à prendre sur les mêmes questions que les différents négociateurs officiels des différents pays devaient instruire. Les négociateurs des différents pays devaient aller à Copenhague avec le rapport et les recommandations des citoyens. Alors c'était super intéressant, c'était piloté par le Danish Board of Technology, qui est d'ailleurs l'inventeur de la conférence de citoyens, qui est un modèle très utilisé maintenant. Et bon, la conclusion, c'est que les recommandations des citoyens et citoyennes qui ont délibéré pendant une journée étaient beaucoup plus radicales que celles des gouvernements. Ce n'est pas une grande surprise, puisque Copenhague a été un énorme échec. Mais ce qui était intéressant, c'est que, y compris dans les pays du Sud, les propositions des citoyens étaient des réductions beaucoup plus importantes que ce que ces mêmes pays imaginaient pouvoir faire dans la lutte contre le changement climatique. Un autre type de modèle plus ambitieux, type institut éco-citoyen. Alors là, vous avez une zone industrielle fortement impactée par les nuisances, les pollutions, sol, air et eau, dans la région de Marseille, à Fos-sur-Mer. Et là, vous avez un institut éco-citoyen qui a à peu près 150 à 200
collecteurs d'échantillons qui vont prélever des échantillons dans l'eau, dans l'air et dans le sol, qui les ramènent dans un laboratoire, qui est une sorte, ce n'est pas un Fab Lab, mais ça ressemble un peu, et vous les voyez ici en train de travailler, et ces échantillons sont traités en collaboration avec des laboratoires de recherche universitaires. C'est un très beau modèle, parce qu'en fait, c'est un modèle qui fait converger les autorités politiques du lieu qui trouvaient en gros que l'État français ne faisait pas son boulot pour identifier, enfin suffisamment son boulot, parce que les agences en charge de ça n'ont pas les moyens de faire tout ce travail, bien entendu, d'identifier les vecteurs de risque pour le sol, l'air et l'eau, les autorités politiques locales, donc les chercheurs et des citoyens engagés qui sont souvent des champignonneurs, des pêcheurs, etc., qui donc vont mobiliser leur passion de la nature pour produire des données. Et c'est vraiment un modèle que moi je souhaiterais beaucoup voir se développer ici, parce que je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire, avec bien sûr, on n'est pas dans une zone sous contrainte industrielle du même type que Fos-sur-Mer, où là il y a vraiment un besoin très aigu de développer ça. Alors dans le domaine de la santé, combien il me reste de temps? Je crois que c'est déjà un peu long. C'est bon? Alors dans le domaine de la santé, on a plein d'exemples, et puis je vais prendre quelques exemples, parce que c'est évidemment un des domaines, puisque la santé, la maladie est quelque chose qui concerne chacun et chacune d'entre nous. Chacun et chacune d'entre nous dispose d'une expertise importante sur son corps, ses maladies et la manière de les gérer. On a bien sûr une explosion d'initiatives de recherche participative, de co-construction, de co-design, etc., avec des patients experts, des participants partenaires. Il y en a certaines ici dans la salle avec qui on travaille régulièrement, comme Christine. Donc, alors il y a une série de marqueurs dans cette histoire. Bien sûr, le sida a été l'épidémie de sida a été un moment extrêmement important qui a vu se modifier la manière dont la recherche biomédicale interagissait avec les personnes concernées par la maladie. Et ça continue, c'est-à-dire il y a encore énormément, je disais tout à l'heure, un protocole de recherche qui candidate pour un prix, de projets dans lesquels les membres d'associations, l'association AID par exemple, ou ACT UP, sont directement associés au développement de protocoles de recherche clinique pour la prévention de contamination lors des rapports sexuels, par exemple, ou l'analyse des données, le développement de nouveaux protocoles, etc., etc., etc. Donc ça a eu plein d'effets, et il y a un autre marqueur qui est aussi très important. J'y suis attaché parce que c'est un laboratoire où j'ai passé une année à l'époque, au début des années 90. La recherche sur le génome humain a été prise en main, si j'ose dire, par des milliers d'associations de malades atteints de maladies rares, qui sont estimés à peu près à 7000, et ça a donné des choses assez exceptionnelles, comme par exemple ici, dans la banlieue parisienne, à Évry, au Généton, au début des années 90, la production des cartes du génome humain, des marqueurs qui ont été utilisés dans le monde entier pour localiser les maladies génétiques, où les familles elles-mêmes, par exemple, allaient organiser le week-end des collectes de sang pour extraire ensuite l'ADN et faire l'analyse de cet ADN pour trouver les gènes responsables des maladies en question. Donc là, on a eu un événement historique où une association de malades, l'Association française contre l'hémiopathie, a contribué de manière totalement imprévue en publiant dans Nature plusieurs volumes de données qui, en fait, étaient utilisées par les chercheurs du monde entier qui se sont retrouvés, à un moment donné, la publication la plus citée au monde dans le domaine des biomédecines. C'est un exemple très spectaculaire. Un autre exemple, ici, c'est les hôpitaux parisiens, les hôpitaux de Paris qui ont mis en place, on pourrait tout à fait le faire ici d'ailleurs, une plateforme de recherche sur les maladies chroniques. Là, c'est un vieux chiffre, mais on doit être autour de 50 000 maintenant participants, où les personnes peuvent participer à des enquêtes, participer à des protocoles cliniques, proposer des nouvelles approches thérapeutiques sur 5 ou 6 maladies chroniques. Ça, c'est aussi rendu possible par les plateformes électroniques. Puis, il y a aussi des versions extrêmement low-tech. Alors, vous aurez une présentation de mon collègue Alain Platet de Chavannes-Pré-Renan avec Dario Spini sur Cause commune. Ici, c'est une démarche qu'on a conduite il y a un peu plus d'un an à Chavannes-Pré-Renan. Il s'agissait de cartographier les recours de santé des personnes sur le terrain. Où est-ce que les personnes vont pour se soigner, se sentir bien, etc., avoir des relations sociales. Donc, c'était une sorte de kermesse avec des stands d'information. Mais ce qu'on a demandé aux gens, c'est de placer sur une carte de la commune les endroits où ils allaient pour se soigner, se sentir mieux, se faire conseiller, etc., de documenter ça à la main sur des petits tableaux, oui, c'est très low-tech, et ensuite on allait placer sur une carte de la commune
où les personnes allaient pour s'occuper de leur santé physique, mentale, sociale ou spirituelle. Donc ça, maintenant, c'est mis sur une carte numérique et ça va être enrichi au cours des années avec différents types de données. Donc c'est fait en collaboration avec le programme LIVES de l'UNIL. Vous avez toute une série de lieux extrêmement intéressants de participation forte qui sont les Fab Labs, les Makerspace, les Hackerspace, etc. Donc il y a le responsable du Fab Lab de Neuchâtel qui est là avec nous ce soir. Ça tombe bien. Donc l'idée des Fab Labs, des Hackerspace, c'est d'abaisser le seuil d'accès à des technologies qui d'habituellement se trouvent que dans les laboratoires de recherche, qui coûtent cher, par exemple voilà, une machine à PCR, par exemple, ou une centrifugeuse, etc., ou des kits de réactifs pour permettre de faire une PCR, etc., et de donner accès à toute personne qui le souhaite à ce genre de technologie, moyennant une formation et un respect d'une charte, évidemment. Donc ça, c'est évidemment des lieux qui sont extrêmement intéressants parce que ce sont des tiers-lieux dans lesquels les différents acteurs sociaux convergent avec un degré égal de légitimité. Alors, il y a un projet qu'on développe avec l'Éprouvette, ici, par exemple, à l'UNIL, la ville de Lausanne, le canton de Vaud et Unisanté. C'est un projet de mesure de la qualité de l'air. Donc, c'est un projet participatif dans lequel on cherche à diffuser auprès de toutes les personnes qui le souhaitent, qui vont installer ces capteurs, qui vont construire d'abord ce capteur avec de l'électronique open source, ensuite l'installer chez eux, mesurer les microparticules présentes dans l'air. Je n'ai pas le temps d'entrer les détails, mais c'est intéressant parce qu'on voit, par exemple, on peut même utiliser pour ça un réseau non propriétaire qui s'appelle LoRa, qui est un réseau hertzien qui permet de se passer en partie d'Internet avec des bas débits. Donc, quand on parle de crise énergétique, on peut aussi imaginer une des solutions à la crise énergétique, c'est les low-tech dans un certain nombre de domaines. Et on peut très bien imaginer des dispositifs électroniques sophistiqués qui utilisent une bande passante réduite pour transmettre des données, ou on peut les stocker aussi au milieu de la forêt, si on a une station météo au milieu de la forêt, sur une carte SD, et ensuite venir la relever, etc., etc. Donc ça, c'est des démarches extrêmement intéressantes qui sont à cheval entre le développement d'une culture technique, disons la désaliénation technologique, pour utiliser un grand mot, un peu à la Simondon, la santé, la question de la propriété des données, du traitement des données, etc., etc. On a bien sûr des projets dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ici, je vous donne un exemple, parce qu'on pense beaucoup aux projets qui touchent à la biodiversité, à l'écologie, à l'astrophysique, etc. Ici, c'est un projet de transcription des correspondances des activistes opposés à l'esclavage aux États-Unis au XIXe siècle. Donc, vous allez sur cette plateforme, vous vous connectez, vous vous inscrivez, et immédiatement, vous pouvez commencer à transcrire avec un protocole qui est très bien fait, une interface extrêmement conviviale, ces écrits, et accéder aussi aux transcriptions qui ont été faites par d'autres personnes qui sont intéressées. Donc, dans le domaine de l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire publique, il y a toute une série de projets comme ça, de co-curation de données, par exemple aussi avec notre centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne, qui utilise la mémoire photographique des habitants du Val d'Airain pour essayer d'identifier les changements climatiques, par exemple. Alors ça, c'est un projet sur la grande pauvreté avec ATD Quart Monde, qui est une ONG qui est présente dans plus de 50 pays, où les recherches sur la pauvreté ne sont pas faites uniquement avec des économistes qui font des modèles en chambre macroéconomiques pour trouver des moyens de lutter contre la pauvreté, mais avec les personnes concernées, des chercheurs et des médiateurs. Donc c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. Et si je le mentionne, c'est parce que, évidemment, que plus les personnes sont exclues du système de la recherche, plus elles vont bénéficier de la possibilité d'accéder à un travail de collaboration avec des chercheurs. Mais ça demande des protocoles extrêmement complexes pour que ces personnes se sentent à l'aise, en confiance, et qu'elles puissent vraiment collaborer avec des chercheurs professionnels. Là, j'évoque quelques... Qu'est-ce qu'il me reste ? Ok. J'évoque pour terminer quelques projets, alors presque pour terminer, de notre équipe. Parce que c'est un dispositif assez original. En fait, grâce à la Fondation Lennart, qui est une fondation qui agit sur le territoire vaudois et genevois, on a obtenu un financement pour un projet de recherche sur la médecine et la santé personnalisée, qui a fonctionné pendant 2 ans. Et dans le cadre de ce projet, on a travaillé avec un groupe de 30 citoyens et citoyennes, un groupe de chercheurs, un groupe de cliniciens, pour essayer de définir ensemble ce qu'était la santé personnalisée. Alors, on a commencé par travailler avec le groupe des citoyens à l'Éprouvette, où ils ont pu travailler par exemple sur leur propre ADN,
comprendre ce que c'était la démarche de recherche. On leur a expliqué ce que c'était qu'une recherche bioinformatique pour trouver des mutations, puisqu'en fait, le cadrage de la médecine personnalisée est quelque chose qui est essentiellement centré sur la génomique, la bioinformatique et, disons, l'aspect moléculaire. Puis après à peu près 8 ou 9 mois de travail en commun, on leur a dit, vous voulez travailler sur quoi? Autour de cette question de la personnalisation de la santé. Et je vais vite, mais disons, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe, maintenant, c'est un groupe on travaille avec eux depuis 4 ans. C'est un groupe de co-chercheurs dans le domaine de la santé. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous. Et donc là, on a défini avec eux une charte, c'est-à-dire que c'est la charte des co-chercheurs dans le domaine de la santé. Alors, la charte, c'est un document en soi extrêmement intéressant. Vous voyez, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais il s'agit bien sûr de réduire l'asymétrie des savoirs et des rapports de pouvoir entre experts professionnels et non professionnels et coproduire des connaissances et un co-apprentissage entre citoyens, patients, proches, professionnels de santé et chercheurs. Et bien sûr, tout ça se rattache fortement et est inspiré aussi par la charte de l'Université de Lausanne, qui prévoit la participation active à la production de savoirs critiques. Alors, ce groupe de personnes, on travaille avec eux maintenant sur toute une série de choses très concrètes. Ici, vous avez dans le modèle de ce qu'on appelle le modèle de Montréal, les vecteurs dans lesquels les patients ou les proches peuvent s'investir dans le domaine de la santé. Ça concerne les ressources disponibles pour la santé, ça concerne la recherche et la co-recherche, et ça concerne la formation des soignants et des patients. Et en fait, vous avez ici une liste de projets. Les premiers projets sur lesquels on travaille avec ce groupe des membres de ce groupe, parce qu'ils sont tous intéressés à différentes thématiques. Par exemple, l'adaptation du CHUV aux aînés, c'est-à-dire comment modifier l'ergonomie hospitalière pour éviter la perte de fonction, comment est-ce que dans un hôpital, on peut mieux aménager les lieux pour que les personnes soient en meilleure santé. Alors qu'en général, les hôpitaux sont organisés plutôt d'une manière à maximiser la sécurité des patients, la sécurité des soignants, les flux, etc. Alors voilà, là on travaille dans un domaine qui concerne en fait cette branche ici de l'arbre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mieux organiser les soins dans l'hôpital. Ensuite, on a une partie d'entre elles qui travaillent sur le projet de soins anticipés. Alors comment est-ce qu'on établit ces directives anticipées? C'est-à-dire qu'elles vont être coformatrices aux côtés de soignantes et de soignants pour aider les gens à écrire, ce qui est quelque chose d'extrêmement important et encore très peu développé de manière vraiment approfondie, les directives anticipées, ou ce qu'on appelle plutôt le projet de soins anticipé, c'est-à-dire sa vision de comment vous souhaitez être soigné au cours de votre vie, surtout quand vous allez, par exemple, perdre votre discernement. Un autre objet sur lequel on travaille avec eux, le dossier électronique du patient. Alors ça, c'est un gros objet très compliqué, avec plein de contraintes techniques, politiques, financières, etc. Et là, on travaille avec un groupe pour faire ce qu'on appelle du co-design, c'est-à-dire concevoir un des futurs modules du plan de médication, du dossier électronique du patient, qui est le plan de médication partagé, c'est-à-dire le lieu où vous allez trouver tous vos traitements à jour à un moment donné, pour savoir quels médicaments vous devez prendre. Et ça vous assurer, par exemple, quand vous passez de l'hôpital à votre domicile, votre médication vous suive de manière adéquate. C'est un problème aigu de sécurité et de qualité des soins qui n'est pas du tout réglé actuellement. Et puis là, on est en train de monter un laboratoire de santé intégrative avec une autre partie de ce groupe. Vous voyez qu'on couvre en fait un peu les trois secteurs là. Donc, en conclusion, voilà un petit peu les différents niveaux dans lesquels on peut impliquer des personnes et des groupes. Donc, vous voyez, ça va depuis la communication, la vulgarisation scientifique, qui est bien sûr tout à fait utile et légitime, jusqu'à la coproduction des savoirs, à la recherche collaborative. Ça, je vais sauter, je n'ai pas le temps. Je conclus. Il me reste quoi, 5 minutes? Ouais, ok. Alors, la question de la science ouverte. Alors, on a notre collègue ici, Gérard Bagnou, qui est en charge du dossier à l'UNIL, ça tombe bien. Quand on parle de la question de la science ouverte, c'est extrêmement important, évidemment. C'est un horizon prioritaire pour le service public dans la recherche, mais on doit vraiment se poser la question de savoir si elle est vraiment ouverte, cette science. Alors, on voit ici, par exemple, il y a les valeurs qui encadrent la science ouverte, la qualité, l'intégrité, bien entendu, l'intérêt collectif, l'équité et la justice, la diversité et l'inclusion, et c'est extrêmement ambitieux. Et puis tous les principes, transparence, responsabilité, inclusion, durabilité, etc.
Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, il manquait clairement dans les documents cadres stratégiques, par exemple ici de la Confédération, les moyens par lesquels on allait inclure les participants, les parties prenantes, les citoyens dans la recherche et la science ouverte. Parce qu'en fait, ils ne sont pas définis. Donc il ne suffit pas de publier des articles scientifiques dans des revues de rang A sur le web pour que les gens puissent utiliser ces connaissances, s'en servir, ou encore moins pour qu'ils puissent eux-mêmes définir leurs besoins en termes de production de connaissances. Donc là, il y a un gros manque qui a été, sur le plan des principes en tout cas, comblé récemment par l'UNESCO en 2021, où à peu près 200 pays ont ratifié un document que vous trouvez en ligne qui est extrêmement intéressant et qui inclut ce qui manquait justement jusqu'à maintenant à ce concept de science ouverte, sauf que maintenant il faut lui donner un peu de chair, il faut lui donner des outils pour mettre en œuvre ce dispositif, c'est-à-dire la participation des personnes et des collectifs concernés à la recherche, directe, c'est-à-dire la conception des protocoles, financement, co-design, tout ce que vous voulez. Et ce qui est très important aussi, le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances, parce que bien sûr, il ne s'agit pas de faire en sorte que, je parlais de santé intégrative avant, que les savoirs biomédicaux occidentaux éradiquent toutes les autres formes d'approche thérapeutique qui se trouvent sur la planète, par exemple. Ce n'est pas le but. Plutôt que ces différents paradigmes de soins puissent cohabiter, se renforcer, s'enrichir l'un l'autre. Donc ça, c'est juste pour préciser que quand on entend science ouverte, il faut à nouveau toujours se demander, mais ouvert à qui ? Et quand on regarde les documents cadres, encore une fois, de la Confédération, on voit que c'est des documents qui ont été essentiellement conçus par des experts et des universitaires, mais on n'a pas interrogé, par exemple, je sais pas moi, les communes suisses pour leur poser la question de savoir de quel type de données elles auraient besoin, quelles sont les données utiles, utilisables et utilisées dont elles auraient besoin pour gouverner une commune, par exemple. C'est très basique, mais ça revient à un certain moment à ce genre de choses. Alors, pour réaliser tout ça, on a un certain nombre on a des freins, ça c'est clair. Alors, ces freins, c'est quoi ? Premièrement, les modalités d'évaluation de la recherche et les temporalités ne sont pas bien adaptées aux recherches participatives, collaboratives et aux recherches-actions. Donc, on doit aussi réfléchir à comment est-ce qu'on équilibre un paradigme d'excellence académique qui est basé essentiellement sur le H-factor, l'impact factor, la productivité, avec celui de la pertinence sociale. Et donc, ça doit nous amener à interroger la notion d'impact. Parce que quand on dit impact, et impact, ça dit pas grand-chose sur le type d'impact qu'on qualifie. Un impact factor ne vous donne pas un impact social. Le fait de déposer un brevet même ne vous donne pas une indication directe sur l'impact de ce brevet, etc., etc. Donc on va vraiment questionner cette question-là et trouver des nouvelles manières aussi d'évaluer la recherche pour pouvoir faire de la recherche participative et de la recherche-action. Donc on doit avoir des grilles de critères qui sont alternatives dans certains cas. On ne va pas appliquer les grilles critères qu'on applique d'habitude au Fonds national pour évaluer un groupe de recherche ultra compétitif. Ce n'est pas du tout adapté. Ensuite, on n'a pas les sources de financement adéquates. Heureusement, on a des fondations privées, par exemple comme la Fondation Lennart, mais les sources de financement pour faire ce genre de travail existent très peu, voire pas. L'appel d'offres compétitif, il n'est pas adapté non plus à faire ce genre de démarche de recueillir la demande sociale, se mettre à l'écoute, structurer la demande sociale, mettre en place un projet de recherche avec des acteurs sociaux, réaliser la recherche, etc. Vous imaginez que tout ça, ça demande des processus d'incubation complexes, ça demande du temps, et que nous, on est très bien équipés pour produire au kilomètre des projets de recherche, c'est notre métier, mais si vous travaillez avec je parlais tout à l'heure d'ATD Carmonde, vous ne pouvez pas tout d'un coup prendre des personnes avec qui vous construisez un objet de recherche en leur disant on va entrer en compétition avec les milieux académiques pour produire un projet participatif, etc. Donc il faut des temporalités et des dispositifs adaptés. Cette demande sociale, elle doit être co-construite avec les acteurs, et pour ça, il faut des capteurs de la demande sociale. C'est-à-dire qu'il faut sur le terrain des lieux qui sont en dehors des universités, dans lesquels on va pouvoir construire cette demande sociale. Bon, vous pouvez penser à, par exemple, les maisons de quartier, pour être très concret. Alors, on a commencé à travailler sur les questions de santé avec les maisons de quartier ici à Lausanne. Les maisons de quartier, les clubs sportifs, les centaines d'associations existantes, les Fab Labs, etc., etc., etc. Il faut former les chercheurs et les parties prenantes et les citoyens pour faire ce travail ensemble. Il faut des formations spécifiques. Les chercheurs n'ont pas forcément les compétences et les outils pour le faire.
Et puis, il faut combattre les biais de sélection et d'autosélection que je mentionnais avant. Biais de sélection, parce qu'on va, même nous, dans nos approches participatives, on va toujours tomber sur les mêmes groupes sociaux, les mêmes personnes ultra motivées, voire les mêmes patients hyper compétents avec qui qu'on va pouvoir impliquer dans les projets, qui évidemment ne vont pas être du tout représentatifs ni de certains groupes exclus, ni de certaines caractéristiques. Ça, je passe. Et donc, en gros, le message, là, c'est qu'on a un sacré retard à rattraper en Suisse, mais pas seulement en Suisse, dans beaucoup d'autres pays, c'est exactement la même chose, pour développer, pour modifier une partie, je dis bien une partie de l'écosystème de recherche pour qu'il soit à même de financer, d'évaluer, de soutenir, de capitaliser sur ce type de travaux. Je voudrais dire en conclusion que la question de la recherche participative, on doit la relier aussi à une thématique qui est fortement débattue aujourd'hui dans l'espace public, c'est l'engagement public des chercheurs. Alors l'UNIL vient de produire un rapport extrêmement courageux et innovant sur les modalités d'engagement des chercheurs et des chercheuses dans l'espace public, suite aux mouvements sociaux qui se sont manifestés autour du climat, où on a pas mal de collègues qui, vous le savez, qui sont fortement engagés dans ces mouvements sociaux, pour produire, et ici vous avez quelques citations, je vous invite vraiment à lire ce rapport, qu'on diffuse d'ailleurs largement ailleurs et qui intéresse beaucoup d'autres institutions universitaires, parce qu'elle fournit un ancrage solide, argumenté, evidence-based, pour d'autres institutions, pour savoir comment traiter cette question de la dite neutralité de la recherche et de l'engagement des chercheurs. Et si je fais la connexion, c'est parce que, bien sûr, il ne faut pas déconnecter la question de la responsabilité sociale des chercheurs et des chercheuses de la manière dont on fait la recherche. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la question de savoir si j'ai le droit de faire un tweet en tant que chercheur de l'UNIL sur telle ou telle option politique, mais plutôt de savoir qu'est-ce que mon institution est prête à faire pour travailler sur des modalités de recherche innovantes comme celle-ci. C'est ça la vraie question, en fait, aujourd'hui, à mon avis, pour les institutions de recherche, c'est comment elles peuvent évoluer dans une situation de crises multiples, de tensions, de restrictions des ressources, de demandes accrues de participation de la population et des groupes sociaux, de prolifération des expertises, pour évoluer vers quelque chose qui va vers ce que fait l'UNIL déjà depuis de nombreuses années à travers des tas de projets de recherche-action, vers des institutions académiques beaucoup plus engagées sur ces questions. Et là-dedans, bien sûr que les sciences sociales jouent un rôle crucial, peuvent jouer un rôle crucial. Quel rôle est-ce qu'elles jouent? Je termine là-dessus. Bien sûr, elles observent, elles documentent les phénomènes sociaux, les questions complexes. Elles consultent, elles organisent la participation des acteurs dans les projets. Elles animent, elles organisent la montée en puissance du tiers secteur de la recherche qui se manifeste tout seul, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai appelé participation sauvage, les mouvements sociaux. Elles peuvent aider à connecter les milieux en interaction sur le terrain. Et puis, elles peuvent aussi aider à développer des mécanismes de co-recherche, de co-design, etc., etc. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande d'aller jeter un œil sur la plateforme rechercheaction.ch, qui est une plateforme numérique qu'on a construite avec plusieurs autres institutions et ONG, qui est une vraie mine d'informations sur la recherche-action, la recherche participative dans tous les secteurs, et qui se veut aussi une instance de lobbying pour promouvoir les formes de recherche inclusive en Suisse. Voilà. Merci beaucoup.